Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre 3 contes. Par Gustave Flaubert. Chapitre 1, Un cœur simple. 1. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin, sa servante, Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant 2 enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touques et la ferme de Géfosse, dont les rentes montaient à 8,000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Mélène, pour en habiter une autre moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison, revêtue d'ardoises, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle, où Madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée, dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, peint en blanc, s'alignaient 8 chaises d'acajou. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. 2 bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune, et de style Louis XV. La pendule, au milieu, représentait un temple de Vesta, et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de Madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles, et contenant le portrait de Monsieur, en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite, où l'on voyait 2 couchettes d'enfants, sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé, et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite un corridor menait à un cabinet d'études. Des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque entourant de ses 3 côtés un large bureau de bois noir. Les 2 panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d'Audran, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une lucarne au second étage éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur les prairies. Et elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu'au soir sans interruption, puis, le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres, et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne, dans les marchandages, ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur, et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain, un pain de 12 livres, cuit exprès pour elle, et qui durait 20 jours. En toute saison elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole un tablier à bavette, comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre, et sa voix aiguë. À 25 ans, on lui en donnait 40. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge. Et toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés, semblait une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. 2. Elle a vécu, comme une autre, son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage. Puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit, et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien n'était battue, et finalement fut chassée pour un vol de 30 sols, qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour, et, comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors 18 ans, ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colleville. Tout de suite elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers,
les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart modestement, quand un jeune homme d'apparence cossue, et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d'un banneau, vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement, et en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner, puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre, et avait envie de s'enfuir. Aussitôt il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colleville pour la ferme des Échos, de sorte que maintenant il se trouvait voisin. « Ah » dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé, et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors, il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant, que c'était mal de se moquer. Mais non, je vous jure, et du bras gauche il lui entoura la taille, elle marchait soutenue par son étreinte, ils se ralentirent. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme charreté de foin oscillait devant eux, et les 4 chevaux, en traînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois. Elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles. Les animaux l'avaient instruite, mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire, ou naïvement peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments. Bientôt il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme, mais d'un jour à l'autre on pourrait le reprendre, l'idée de servir l'effrayait. Cette couardise fut pour Félicité une preuve de tendresse, la sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit, et parvenue au rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations, et les apporterait dimanche prochain, entre 11h et minuit. Le moment arrivé, elle courut vers l'amoureux. À sa place, elle trouva un de ses amis. Il lui apprit qu'elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Madame Lehousset, de Touques. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu, et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil levant. Puis elle revint à la ferme, déclara son intention d'en partir, et au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir, et se rendit à Pont-l'Évêque. Devant l'auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve, et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-cause, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence, que Madame Aubin finit par dire « Soit, je vous accepte. » Félicité, un quart d'heure après, était installée chez elle. D'abord elle y vécut dans une sorte de tremblement, que lui causait le genre de la maison, et le souvenir de monsieur, planant sur tout. Paul et Virginie, l'un âgé de 7 ans, l'autre de 4 à peine, lui semblaient formés d'une matière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval, et Madame Aubin lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse. Tous les jeudis, des habitués venaient faire une partie de Boston. Félicité préparait d'avance les cartes et les chaufferettes.
Ils arrivaient à 8 heures bien juste, et se retiraient avant le coup de 11. Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l'allée étalait par terre ses ferrailles. Puis la ville se remplissait d'un bourdonnement de voix, où se mêlaient des hennissements de chevaux, des bêlements d'agneaux, des grognements de cochons, avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez crochu, et qui était Robelin, le fermier de Géfos. Peu de temps après, c'était Liébar, le fermier de Touques, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des houseaux armés d'éperons. Tous deux offraient à leurs propriétaires des poules ou des fromages. Félicité invariablement déjouait leurs astuces, et ils s'en allaient pleins de considération pour elle. À des époques indéterminées, Madame Aubin recevait la visite du marquis de Grémanville, un de ses oncles, ruiné par la crapule, et qui vivait à Falaise sur le dernier lopin de ses terres. Il se présentait toujours à l'heure du déjeuner, avec un affreux caniche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme jusqu'à soulever son chapeau chaque fois qu'il disait « Feu mon père », l'habitude l'entraînant, il se versait à boire coup sur coup, et lâchait des gaillardises. Félicité le poussait dehors poliment. « Vous en avez assez, monsieur de Grémanville ?»« À une autre fois. » Et elle refermait la porte. Elle l'ouvrait avec plaisir devant monsieur Bourret, ancien avoué. Sa cravate blanche et sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de priser en arrondissant le bras, tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires. Comme il gérait les propriétés de madame, il s'enfermait avec elle pendant des heures dans le cabinet de monsieur, et craignait toujours de se compromettre, respectait infiniment la magistrature, avait des prétentions au latin. Pour instruire les enfants d'une manière agréable, il leur fit cadeau d'une géographie en estampes. Elle représentait différentes scènes du monde, des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des bédouins dans le désert, une baleine qu'on harponnait, etc. Paul donna l'explication de ces gravures à Félicité. Ce fut même toute son éducation littéraire. Celle des enfants était faite par Guyot, un pauvre diable employé à la mairie, fameux pour sa belle main, et qui repassait son canif sur sa botte. Quand le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme de Géfos. La cour est en pente, la maison dans le milieu, et la mer au loin apparaît comme une tache grise. Félicité retirait de son cabas des tranches de viande froide, et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance, maintenant disparue. Le papier de la muraille en lambeaux tremblait au courant d'air. Madame Aubin penchait son front, accablée de souvenirs. Les enfants n'osaient plus parler. Mais jouez donc, disait-elle, ils décampaient. Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare, ou tapait avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bleuets, et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune à son premier quartier éclairait une partie du ciel, et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la Touques. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces 4 personnes passer. Dans la troisième pâture quelques-uns se levèrent, puis se mirent en rond devant elle, ne craignez rien, dit Félicité, et murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face, les autres l'imitèrent. Mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau, que cachait le brouillard. Il avança vers les 2 femmes. Madame Aubin allait courir. Non, non, moins vite.
Elle pressait le pas cependant, et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l'herbe de la prairie, voilà qu'il galopait maintenant. Félicité se retourna, et elle arrachait à 2 mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Et il baissait le mufle, secouait les cornes, et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin, au bout de l'herbage avec ses 2 petits, cherchait éperdue comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau, et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient, tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Madame Aubin descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus, et à force de courage y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire-voie. Sa bave lui rejaillissait à la figure, une seconde de plus, il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre 2 barreaux, et la grosse bête, toute surprise, s'arrêta. Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l'Évêque. Et Félicité n'en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. Et Virginie l'occupait exclusivement, car elle eut à la suite de son effroi, une affection nerveuse, et M. Poupart, le docteur, conseilla les bains de mer de Trouville. Dans ce temps-là, ils n'étaient pas fréquentés. Madame Aubin prit des renseignements, consulta Bouret, fit des préparatifs comme pour un long voyage. Ses colis partirent la veille, dans la charrette de Liébar. Le lendemain, il amena 2 chevaux dont l'un avait une selle de femme, munie d'un dossier de velours, et sur la croupe du second, un manteau roulé formait une manière de siège. Madame Aubin y monta, derrière lui. Félicité se chargea de Virginie, et Paul enfourcha l'âne de M. l'Échappetois, prêté sous la condition d'en avoir grand soin. La route était si mauvaise, que ces 8 kilomètres exigèrent 2 heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au pâturon dans la boue, et faisaient pour en sortir de brusques mouvements des hanches, ou bien, ils butaient contre les ornières, d'autres fois, il leur fallait sauter. La jument de Liébar, à de certains endroits, s'arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu'elle se remît en marche, et il parlait des personnes dont les propriétés bordaient la route, ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi, au milieu de Touques, comme on passait sous des fenêtres entourées de capucines, il dit, avec un haussement d'épaule, « En voilà une Madame Lehousset, qui au lieu de prendre un jeune homme, Félicité n'entendit pas le reste, les chevaux trottaient, l'âne galopait, tous enfilèrent un sentier, une barrière tourna, 2 garçons parurent, et l'on descendit devant le purin, sur le seuil même de la porte. La mère Liébar, en apercevant sa maîtresse, prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner où il y avait un aloyau, des tripes, du boudin, une fricassée de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux compotes et des prunes à l'eau-de-vie, accompagnant le tout de politesse à madame, qui paraissait en meilleure santé, à mademoiselle devenue magnifique, à monsieur Paul singulièrement forci, sans oublier leurs grands-parents défunts, que les Liébar avaient connus, étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La ferme avait, comme eux, un caractère d'ancienneté. Les poutrelles du plafond étaient vermoulues, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière. Un dressoir en chêne supportait toutes sortes d'ustensiles, des brocs, des assiettes, des écuelles d'étain, des pièges à loups, des forces pour les moutons, une seringue énorme fit rire les enfants. Pas un arbre des 3 cours qui n'eût des champignons à sa base, ou dans ses rameaux une touffe de gui. Le vent en avait jeté bas plusieurs. Ils avaient repris par le milieu, et tous fléchissaient sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d'épaisseur, résistaient aux plus fortes bourrasques. Cependant, la charterie tombait en ruine. Madame Aubin dit qu'elle aviserait, et commanda de réharnacher les bêtes. On fut encore une demi-heure avant d'atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les écors,
c'était une falaise surplombant des bateaux. Et 3 minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l'Agneau d'Or, chez la mère David. Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d'air et de l'action des bains. Elle les prenait en chemise, à défaut d'un costume, et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douanier qui servait aux baigneurs. L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au-delà des Roches Noires, du côté d'Enqueville. Le sentier, d'abord, montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d'un parc, puis arrivait sur un plateau, où alternaient des pâturages et des champs en labour. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houx se dressaient. Ça et là, un grand arbre mort faisait sur l'air bleu des zigzags avec ses branches. Presque toujours on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, Le Havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu'on entendait à peine son murmure, des moineaux cachés pépiaient, et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Madame Aubin, assise, travaillait à son ouvrage de couture, Virginie près d'elle tressait des joncs, Félicité sarclait des fleurs de lavande, Paul, qui s'ennuyait, voulait partir. D'autres fois, ayant passé la Touques en bateau, il cherchait des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godefishs, des méduses, et les enfants couraient, pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait. Les flots endormis. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.